Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les reviews sur le tome 108 de One Piece. Donc, on s'était arrêté, Luffy affrontait Kizaru, Kizaru qui essayait de tuer Vegapunk. Et il y avait un des cinq doyens qui s'était manifesté, qui était apparu sur sa véritable forme, une forme démoniaque. Donc, je vais pas vous cacher, j'étais en train d'un peu de cogiter sur One Piece et j'avoue que j'attends plus grand chose du manga pour être honnête. Je me contente juste de le lire et d'accepter ce qu'il m'est dit, ce qu'il m'a raconté, ce qu'il m'a montré. Toujours un peu dégoûté que le combat contre les Séraphins ait été ellipsé. Il nous avait déjà fait le coup avec une des manches contre Kaido, avec Luffy qui était des terres qu'affrontait Kaido, et quelques pages plus tard il tombait de l'île et on savait pas ce qui s'était passé. Et donc du coup voilà, donc là je suis parti, let's go pour une session de lecture. Il est 14h04 quand je commence à enregistrer cette vidéo. Donc on va lire les chapitres et comme d'habitude, voilà, je lis un chapitre, je vais en faire la review, je lis un chapitre, je vais en faire la review. Vous de votre côté, si vous voulez apprécier cette vidéo, vous pouvez faire pareil, c'est-à-dire quand il y a ça s'affiche lecture du chapitre un tel en cours, bah vous pouvez aller lire le chapitre puis revenir sur la vidéo pour apprécier la review. Voilà, donc du coup j'ai envie de rattraper les tomes et je sais pas si je vais rattraper les scans pour être honnête. Je commence à me dire que je vais peut-être m'arrêter au tome. J'étais en train de réfléchir à ça tout à l'heure, peut-être à lire One Piece au rythme des tomes. Je vais voir. Déjà, faut que je rattrape. Et donc, sur ce, allez, let's go. C'est parti pour la lecture du chapitre 1095. Je m'étais arrêté au 1094. Et du coup, allez, let's go. À tout de suite. Ok, chapitre 1095 lu. Alors, j'avoue que j'ai bien aimé. Alors, déjà, pour commencer, le doyen Saturne, je commence à me poser la question, est-ce qu'il n'a pas mangé le fruit du sang, tout simplement, qui le rend capable de manipuler le sang des autres, un peu comme dans Avatar, les maîtres de l'eau qui ont la maîtrise du sang. Parce que Bonnie l'attaque. Alors j'avais oublié cette action de la part de Bonnie dans le chapitre précédent, mais elle saute sur le doyen Saturne, elle lui plante son épée. Alors les soldats de la marine ils sont un peu excités, oh mon dieu, ils ont osé attaquer quelqu'un de la plus haute autorité, ils sont fous, il faut les arrêter. Et le doyen il est en mode calmez-vous, si j'avais eu envie d'éviter ce coup, j'aurais réussi à l'éviter. Il attrape Bonnie. Encore une fois, ça me rappelle mon hypothèse, comme quoi Bonnie ce serait qu'une enfant qui a pris une forme d'adulte grâce à son pouvoir du fruit de l'âge. Parce que Vegapunk répète, ce n'est qu'une enfant, donc Saturne s'apprête à la tuer. Il a aussi tenté de tuer Luffy qui était KO. Alors Kizaru aussi est à terre, alors je suis un peu déçu par le fait que Kizaru soit à terre. Il a pris un seul coup. Alors j'avoue, même si Luffy il est devenu overcheaté, overpuissant, c'est un peu, comment dire, désagréable de suivre un combat qui est pas palpitant. Son pouvoir était bien utilisé, c'était spectaculaire, c'était intriguant. Et ça me donnait envie de voir plus de combats contre Kizaru, au moins un scan de plus, ou voire deux scans de plus. Parce que du coup, Kizaru, voilà, c'est un amiral qui a été utilisé à Shadow Body. Il semblait inaccessible. Ensuite, ils ont appris le haki de l'armement, le haki des rois, le haki de l'observation. Donc du coup, c'est plus un adversaire qui est aussi dangereux. Et j'avoue que le voir être KO après un seul coup de poing, ça me déçoit un peu. Ensuite, Saturn essaie de tuer Luffy, qui est à terre à cause du Gear 5, qui l'a tout frippé, tout rendu tout frippé, tout vieux, tout KO. Frankie le sauve avec son coup de poing right strong, stronger right. Oh. Et il permet d'éviter un coup mortel à Luffy, il l'attrape, il le récupère. Le doyen note que c'est un équipage coopératif, donc Frankie il est là en mode waouh, même la plus haute autorité du monde, elle en veut à mon capitaine. Gah, ha, ha, ha. Et donc du coup voilà. Kuma, on apprend un peu plus sur Kuma parce que du coup, Diwal Riboni, elle est là, il dit à Saturne, Saturne, c'est toi qui as tué mon père. Et là, Saturne, il révèle que Kuma est né esclave parce qu'il appartient à une lignée de personnes qui ont commis un crime inacceptable. Donc toute sa lignée a été punie. Et c'est la lignée des Boucaniers. Alors, c'est quoi les Boucaniers? Déjà, ils ont une force, hein, ils ont plus de force que les humains normaux, parce que même si dans One Piece, j'avoue que la force, ça dépend du personnage, hein. Mais Kuma est né dans les mers de South Blue, si je me souviens bien du chapitre, dans le royaume de Sorbet. Le médecin avait gardé secret sa naissance, mais il y avait un espion du gouvernement mondial qui était là, et donc du coup, ils ont capturé la famille de Kuma et ils l'ont réduit en esclavage.
Et Kuma, son père lui racontait la légende du guerrier Nika, le héros libérateur qui, à chaque fois qu'il apparaît, il a toujours le sourire aux lèvres et un rythme palpitant envahit la scène. Et donc, du coup, les Boucaniers étaient des alliés du Nika, donc ça, c'est sûr et certain, parce que du coup, ils attendent son retour et ils se transmettent de génération en génération la légende du fruit Nika, enfin du personnage de Nika, du héros libérateur. Donc, à savoir si Divol Riboni, elle était déjà au courant de cette histoire. Si Kuma lui a raconté ou s'il a préféré l'en préserver pour éviter qu'elle ait des informations qui puissent la mettre en danger. Mais en tout cas, maintenant c'est trop tard parce que voilà, Duvol Riboni, elle a regardé la mémoire de son père, donc tout ce que son père savait, elle le sait. Ou du moins, si elle a réussi à retenir, hein, si elle n'est pas comme moi, qu'elle n'oublie pas tout d'un coup. Voilà, donc du coup, ensuite, le flashback se passe 38 ans plus tôt, ils vont à God Valley, ils vont chasser les autochtones, alors j'avoue que ça j'ai bien aimé, de voir que les dragons célestes, ils respectent tellement pas la vie humaine qu'ils organisent des jeux de chasse à l'autochtone sur des pays qui appartiennent pas au gouvernement mondial. Et du coup, on découvre que le personnage d'Ivankov était un esclave. Donc intéressant de voir cette rencontre entre Kuma et Ivankov. Alors Ivankov qui arrive toute souriante en mode je sais pas ce qui vous arrive les gars, pourquoi vous avez cette tête d'enterrement? Moi j'ai décidé de vivre. Parce que du coup dans la chasse aux autochtones, en gros les dragons célestes ils vont chasser les habitants avec des armes et des épées. D'ailleurs il y a le saint Galar Garlic, je sais pas trop quoi là qui apparaît. Donc il a la même coupe que celui qu'on avait vu exécuter le dragon céleste qui avait aidé les hommes poissons à s'échapper. Et du coup, j'ai noté sur ma feuille que les chevaliers divins se représentent du coup la nouvelle menace, les nouveaux ennemis de l'équipage de Luffy. Est-ce qu'ils vont être amenés à les affronter? Est-ce que les chevaliers divins vont quitter Marijois pour aller chasser l'équipage de Luffy? Est-ce qu'il va pas y avoir un arc contre les chevaliers divins? On verra ça, on verra bien ça. Et pour finir, voilà, j'ai fait le tour du chapitre, j'ai dit tout ce que je pensais. Je reviens sur le doyen. Alors le doyen, il a une forme un peu bizarre, là, j'ai un peu plus regardé la forme qu'il avait, on dirait qu'il a des pattes d'araignée. Par contre, c'est vrai que c'est un peu, il a vraiment eu une apparence démoniaque, alors du coup, je sais pas. Et du coup, voilà, donc chapitre 1095 lu, j'aime beaucoup le fait que l'histoire de Kuma, pour être honnête, je la trouve comment dire, assez puissante. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, dans le sens où, du coup, Kuma, il n'a pas eu la chance d'être libre. Donc ça fait qu'il a plus de raisons de rejoindre les révolutionnaires. Reste à voir c'est quoi l'histoire de Dragon maintenant concernant les révolutionnaires, parce que là on passe à l'histoire de Kuma. Alors j'avoue qu'au bout d'un moment je me suis dit, ah c'est un peu dommage qu'on voit l'histoire de Kuma maintenant. Je pense que ça aurait été plus pertinent qu'on la voit un peu plus tôt, même si ça aurait été un peu bizarre. Mais quoique non, non, ça aurait été plus pertinent qu'on la voit en même temps que Divol Riboni, quand elle fouille dans les souvenirs, qu'on la voit à travers les yeux de Divol Riboni et les réactions de Divol Riboni par rapport au passé de son père. Et du coup, j'avoue que là, ça casse un peu l'action, même si c'est intéressant, bah, parce que voilà, on découvre l'histoire d'un personnage qui est clé. Je veux dire, Kuma, il a apparu à la fin de l'arc Thriller Mark. Je me rappelle qu'il avait retiré toute la souffrance de Luffy du corps de Luffy et qu'il l'avait transféré à Zoro qui avait su encaisser le choc et qui était blessé ensuite à Shan Body. Ça date hein, maintenant, hein. Et donc du coup, Kuma ensuite il était réapparu à Shanboti, il avait séparé l'équipage, puis ensuite on l'a vu à Marineford, je sais plus trop ce qu'il faisait de marquant à Marineford, mais il y était. Et ensuite il a été complètement réduit en esclavage par les dragons célestes, hein. Ça a commencé comme ça le début de cet arc, hein. On voyait Kuma complètement esclavagé par les dragons célestes, complètement sa conscience supprimée. Donc du coup reste à savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Mais le fait que depuis qu'il soit enfant, il est sous les ordres des dragons célestes, bah du coup ça fait me dire, ah ouais, le mec quand même, il a dû en bouffer, hein, parce que les dragons célestes dans One Piece, ils respectent pas les humains, hein. Pour eux, les humains, c'est des animaux domestiques, et même, encore, les animaux domestiques, on les aime. C'est des pions, c'est des jouets. Voilà, c'est même ça le terme, ouais, les humains sont des jouets pour les dragons célestes. Et donc, du coup, le fait que Kuma soit né d'une dynastie, les Boucaniers, alors, j'avoue, ça fait un peu bizarre de rajouter encore des espèces, même si je trouve que ça fait le charme de One Piece. Je pense entre les Lunariens et les Boucaniers, ça commence à faire beaucoup de nouvelles races qui sont apparues, qui appartiennent au Nouveau Monde. D'ailleurs, ça, je m'étais fait la remarque personnellement, je trouve que le Nouveau Monde, il n'est pas à la hauteur des attentes qu'on en avait avant l'ellipse. On nous avait promis de la météo bordélique, des îles de ouf.
mais la plupart des îles qu'ont visité l'équipage étaient plutôt sous le joug d'un ennemi puissant, mais le climat il n'était pas si ouf que ça. Moi j'aimais bien les scènes dans One Piece où on voit l'équipage faire face aux intempéries de la mer. Et je trouve qu'on n'a pas retrouvé ça, il n'y a pas de créatures de ouf. Enfin, il y avait un peu des créatures de ouf. Il me semble qu'il y avait des sortes de poissons taureaux, je ne sais plus, sur Adressrosa. Quand l'eau il traverse le pont avec César et Robin. Ah, j'ai oublié, il faudrait que je me remate. Putain, il y a beaucoup de trucs qu'il faudrait que je remate. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'avoue que même si je suis curieux de voir le passé de Kuma, j'aurais préféré que le chapitre se concentre contre le combat sur le doyen. Et là, encore une fois, je suis un peu dégoûté. Sanji, encore une fois, il passe inaperçu. Je veux dire, Zoro, il a eu des scènes classe, il a eu des moments stylés. Alors, il y a eu un arc autour de Sanji qui a étoffé le personnage et tout ça. Mais encore une fois, face à un adversaire de haut niveau, Sanji fait rien. Je veux dire, là, il commence à crier le nom de Bonnie quand il se fait attraper par le doyen. Il se prend un coup dans la gueule, on sait pas d'où ça vient. Et ensuite, il peut pas bouger, il peut rien faire. Je veux dire, Sanji, au bout d'un moment, c'est un des piliers de l'équipage. Je veux dire, s'il a pas de moment stylé, s'il a pas de moment épique, s'il sort pas du lot à certains instants et que c'est juste. Sanji, c'est devenu un figurant. C'est devenu un figurant. Il était le rivaux de Zoro. On savait pas qui était le plus fort entre Zoro et Sanji. Et depuis l'ellipse, en réalité, Sanji, il n'a pas eu de moment. Je veux dire, même à l'arc party, c'était bien parce qu'on a étoffé l'histoire du personnage, mais il s'est battu contre aucun ennemi puissant et je trouve ça dommageable. Dans le sens où, je veux dire, Sanji, moi j'attendais beaucoup du personnage de Sanji, même son combat contre Queen, je veux dire, où on sort le Deus Ex Machina que Sanji il s'éveille à la peau métallique de ses frères, je trouve ça dommage. Enfin bref, let's go, on va continuer la lecture des chapitres, on va lire le chapitre 1096 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 1096 lu. Lui aussi, je l'ai bien aimé. Un petit chapitre tranquille au calme où, bon, c'est un peu accéléré en fait. J'ai un peu ce sentiment-là dans les derniers chapitres que j'ai lus. Vraiment, j'ai l'impression que l'histoire, elle a passé la sixième vitesse et que un peu tout nous est déballé. Je veux dire, moi, je suis habitué à ce qu'au One Piece, ça prenne son temps, ça nous explique les personnages, ça va dans les détails. Même si c'est des personnages qu'on ne reverra pas spécialement, je veux dire, moi j'ai un souvenir là, le flashback de l'eau sur Corazon qui était beaucoup plus étoffé, beaucoup plus long, beaucoup plus consistant. Et là, je veux dire, le jeu des dragons célestes, ça aurait pu être intéressant. Parce qu'en gros, Ivankov, elle explique qu'il y a un plan, elle est avec Guinée, qui est douée pour ses talents de voleuse, qui explique qu'elle a fait fuiter l'information du jeu des dragons célestes et qu'elle espère que des gens l'aient entendu. Les gens qui l'ont entendu, c'est des pirates du style God Roger, Ogdik Zebek, Edward Newgate, alors plein de pirates de haut nom. Ça m'a fait un peu me dire aussi, genre j'ai vu plein de personnages apparaître et j'avoue que j'étais là un peu en mode, bon, là ça fait quand même beaucoup de chapitres où on nous montre plein de personnages et ça commence un peu à devenir dur à suivre et de se souvenir de qui est comment, surtout que les apparences du passé, c'est pas les apparences du futur, enfin du présent, et donc du coup c'est dur de reconnaître, mais j'ai reconnu Lilin, j'ai reconnu Kaido, il y a un pirate, je sais pas qui c'est du tout, un mec avec un cigare qui veut pas se laisser faire, enfin bref. Donc du coup les pirates ils attaquent les navires de la marine, ça perturbe le jeu. Et dans le chaos, il y a Kuma et Ivankov qui arrivent à récupérer les fruits du démon qui était la récompense pour celui qui chasserait le plus de lapins, comme ils ont appelé les dragons célestes, le plus d'habitants tout simplement. Et donc du coup Ivankov et Kuma vont pour manger les fruits. Lilin arrive, elle empêche Ivankov de manger le fruit du dragon bleu. Donc au début, je me disais, le dragon bleu, est-ce qu'il y a différentes couleurs de dragon? Ça m'avait un peu le fait qu'on précise bleu, ça m'avait fait me dire, est-ce qu'il y a d'autres dragons? Genre le dragon rouge, le dragon jaune, le dragon vert, le dragon bleu, comme les Power Rangers. Et du coup, Lilin empêche Ivankov de manger le fruit du dragon. Et Kuma mange le fruit du coussinet. Et ensuite, on a une ellipse. C'est-à-dire, Kuma, il est de retour sur Sorbet avec Ivankov et Guinée. Ivankov décide de prendre la mer pour chanter les vertus de la liberté et devient donc sûrement ses débuts de révolutionnaire à cet instant. Et de leur côté, Kuma et Guinée restent. Alors, forte chance pour que Guinée soit la mère de Bonnie. Je pense pas que c'est une hypothèse de ouf non plus de penser ça, mais ça a clairement l'air d'être sa mère. Surtout qu'elle est gloutonne comme Bonnie, donc du coup Bonnie aurait hérité de l'aspect gloutonne de sa mère. Mais est-ce que Bonnie, elle aurait pas du sang de boucanir aussi dans ses gènes? Et est-ce que ça expliquerait pas aussi
Pourquoi est-ce qu'elle a été protégée? En fait, c'est maintenant que je commence à me poser des questions, parce qu'il y a une scène quand même où Saturne il va parler à Kuma. Il est là en mode ouais Kuma, t'avais deux choix à la naissance, soit mourir, soit devenir esclave. Ta vie n'a aucune valeur. Donc Kuma il est là en mode oui, la valeur d'une vie ne devrait pas se décider à la naissance. C'est pas bien, vous êtes méchant, je vais vous battre. Et du coup, c'est ellipsé. Et du coup, j'ai vu que les boucaniers, je pensais qu'il y avait par exemple ce côté où ils sont grands. Je veux dire, Kuma, il est plus grand que la moyenne. Après, Moria aussi est plus grand que la moyenne. Ça, c'était une vieille hypothèse qu'il y avait à l'époque sur les sites de One Piece qui parlaient des corps nus, comme quoi Moria et comment il s'appelle déjà, Magellan et Hannibal, ils avaient des cornes et que est-ce que ce serait pas une espèce de One Piece, le peuple avec les cornes? Ce serait intéressant, ce serait stylé. J'avoue que voilà, quitte à faire plein d'espèces, autant se faire plaisir. Et le titre que j'ai noté, c'est voilà, donc Kuma il sauve plein de gens. Donc on voit pas ça, c'est un peu en mode, comme je vous ai dit, le flashback il est un peu en mode accéléré. Comme si Oda il voulait se concentrer sur les points clés les plus importants, ou comme si il était là en mode ouais, j'ai utilisé le passé de Kuma, comme quoi c'est un truc de loco, que c'était grave important et tout. Après, il y a beaucoup à raconter. C'est vrai que raconter son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte, ce serait très long. Et je sais pas si Kuma mérite ce traitement en tant que personnage. Et du coup, bah là il a le traitement. Et donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai aussi noté que j'étais un peu perturbé par Garp, en réalité. Je veux dire, dans ce que font les dragons célestes, je comprends pas pourquoi est-ce que Garp il le cautionne et qu'il a décidé de rejoindre la marine. Est-ce qu'il aimerait changer les choses de l'intérieur? Est-ce que c'était son objectif quand il était rentré à la marine, changer les choses de l'intérieur? Est-ce qu'il était insouciant et complètement matrixé? Parce que lui aussi c'est un porteur du dit, donc c'est un peu bizarre que le gouvernement ait placé sa confiance en Garp. Et donc du coup, voilà. Ou est-ce que c'est pas un moyen de s'approprier les dits, justement? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi qui a été... Est-ce que Garp, il aurait pas un passé un peu plus consistant, révélant son histoire dans la marine, par exemple, que ce soit par exemple la grand-mère de Luffy, Garp, pour protéger la grand-mère de Luffy, aurait rejoint la marine. Je sais pas, en fait, j'ai commencé à trouver ça bizarre, parce que l'appel qui est passé au début de chapitre, comme quoi, oui, il y a les pirates de la ruche qui se ramènent à God Valley, donc j'avais pas trop compris que c'était à God Valley, j'avoue que j'avais compris ça, mais j'avais pas imprimé ça dans le sens où j'avais peur que ça se passe sur deux points sur deux îles différentes, l'île de God Valley et l'île de la Ruche. Mais non, non, c'était bien l'île de God Valley que les pirates de la Ruche ont décidé de sauver. Et du coup, je commence à me poser des questions. Je comprends pas pourquoi est-ce que Garp il est autant à fond pour le gouvernement mondial et la justice du gouvernement mondial. Reste à voir ce qui se passe avec son fils Dragon. Est-ce que Dragon il aurait pas assisté à des drames de ouf? Est-ce qu'il aurait pas d'abord rejoint la marine? Dragon, il n'aurait pas participé à des événements qui l'ont complètement dégoûté du gouvernement mondial. Il était là, et en tant que soldat de la marine, il ne pouvait pas cautionner ça, donc il a décidé de faire sécession. Voilà, je pense que ce serait intéressant, c'est comme origine story, que d'abord c'était un soldat de la marine, puis ensuite il est devenu révolutionnaire. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas plus de choses à dire sur ce chapitre, à part que voilà, Kuma, on voit que Kuma, il a de la gentillesse. Donc ça, c'est ce que je me disais aussi en lisant ce chapitre, c'est que je me demandais d'où lui vient son titre de tyran. Pourquoi est-ce qu'il se fait appeler Kuma le tyran, alors qu'il est rempli de gentillesse et que même les enfants qu'il bully, il est capable de les soigner, histoire de dire non mais les gars, tranquille, elle est super gentille ma collègue, on est sympa, vous inquiétez pas, on vous veut pas de mal. Il est rempli de gentillesse. Alors, le jeune Kuma était rempli de gentillesse. Voilà, donc du coup, chapitre 1096 terminé. Je vais lire le chapitre 1097 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 1097 lu, donc j'avoue que c'est un peu compréhensible que ça speedrun un peu le passé de Kuma. Comme je le disais dans la session précédente, il y a beaucoup à raconter. Là, notamment, ce qui est raconté, c'est que Kuma est retourné vivre sur son île natale, du coup. Il est devenu pasteur, donc il aide les personnes âgées avec leurs douleurs. C'est à noter que le hamas de douleur que retire Kuma du corps des gens avec son fruit du coussinet retourne chez la personne originelle d'où il vient au bout d'un certain temps. Donc il faut que quelqu'un accepte d'encaisser la douleur et Kuma se sacrifie chaque dimanche afin d'encaisser la douleur qui retire des habitants. Donc on voit vraiment que Kuma il a un grand cœur.
Et un peu plus tard dans le chapitre, alors il y a Guinée qui propose à Kuma de se marier, mais il refuse. Et on apprend qu'il y a un nouveau roi à Sorbet, donc le roi Kubernet, un truc comme ça, on s'en fout, hein, c'est un figurant, qui est un peu à la botte des dragons célestes. Et donc du coup, il y a une loi qui passe, comme quoi les habitants du nord de l'île sont supérieurs aux habitants du sud, que les suds ne sont plus considérés comme des habitants et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Kuma se rebelle, il affronte l'armée royale et il se fait arrêter par le royaume de Sorbet, donc du coup par l'armée royale du roi. Donc Kuma n'était pas encore hyper fort à cette époque. Faut dire aussi qu'à part sa force naturelle à la naissance, il s'est pas encore entraîné, il s'est pas encore, il a pas suivi d'entraînement, il n'a pas encore fait beaucoup de combats, donc du coup il n'est pas encore très fort. Un peu plus tard, quelqu'un a eu vent de cette nouvelle, le fameux Dragon, dont je suis content. Dans ce chapitre-là, on apprend que Dragon a passé quelques temps avec la marine. Donc l'hypothèse comme quoi il aurait passé du temps avec la marine, qu'il n'aurait pas vu la justice de la même manière que la marine et qu'il se serait rebellé contre la marine, elle est déjà confirmée, elle est déjà validée, donc assez content de l'avoir vu venir. Et ensuite, Kuma est libéré par Ivankov et par Dragon et rejoint l'armée révolutionnaire, avec Guinée aussi, qui rejoint aussi l'armée révolutionnaire. Ensuite, le chapitre s'écoule, donc on apprend je sais plus, pour être honnête, on apprend des trucs, mais la seule chose que j'ai retenue en réalité et que j'ai noté, c'est que Guinée se fait capturer. Donc Guinée, qui est la chef de la troupe orientale de l'armée révolutionnaire, on apprend à la fin qu'elle s'est fait kidnapper. Et déjà à l'époque, Dragon était à Baltigo, l'île de l'armée révolutionnaire. Donc voilà, donc je trouve vraiment cette histoire super intéressante de Kuma, pour être honnête. On en apprend un peu plus sur l'univers de One Piece concernant les dragons célestes, avec ce passage de la chasse aux autochtones qui a eu lieu. Ensuite, on a pu voir aussi à l'époque, parce que ça va un peu dans le temps, donc moi j'ai un peu du mal à me repérer chronologiquement dans l'œuvre où est-ce que ça en est, mais vu qu'on se concentre sur Kuma, je me concentre sur Kuma. Entre-temps, voilà, il y a eu la grande ère de la piraterie qui a eu lieu, donc Gold Roger qui s'est fait capturer qui s'est rendu à Garp et qui a été exécuté à Lockdown en révélant l'existence du One Piece et donc en motivant beaucoup de pirates à partir chasser le One Piece. De son côté, Kuma, alors maintenant la question que je me pose, c'est comment est-ce que Kuma il est devenu Shichibukai et pourquoi il est devenu Shichibukai, parce que du coup là on le voit avec l'armée révolutionnaire, mais il y a peut-être le fait que c'est justement lié à Guinée. Guinée se fait kidnapper par un ennemi inconnu, donc on ne sait pas qui est venu la kidnapper. Peut-être un saint de Marie-Joie. Donc du coup, on verra bien qui était cet ennemi mystérieux qui a kidnappé Guinée. Et donc du coup, voilà, pour être honnête, je trouve que le passé de Kuma, il est assez intéressant à suivre. Je veux dire, c'est un personnage qui a toujours été un peu mystérieux, Kuma. On savait qu'il était révolutionnaire, on savait qu'il avait accepté que Vegapunk le transforme en robot, mais il y a beaucoup de mystères qui planent au-dessus de lui. Et là, on éclaircit un peu plus les zones, et donc du coup, l'histoire d'amour, parce que du coup, voilà, comme je disais, Guinée, elle propose à Kuma de se marier, mais Kuma refuse parce qu'il se souvient de lui quand il était enfant, vu que c'est un boucanier, sa famille, elle a été kidnappée aussi, donc Kuma, il veut éviter ça à Guinée. Et donc du coup là il s'est fait kidnapper, donc je pense que Kuma il va partir en mode déter, la sauver, et que là on va croiser des personnages qui vont expliquer pourquoi est-ce que Kuma est devenu Shichibukai, parce qu'il était d'abord avec l'armée révolutionnaire, mais s'il est devenu Shichibukai c'est qu'il était considéré comme un pirate, donc le fait qu'il devienne Shichibukai ça a forcément dû couper ses liens avec l'armée révolutionnaire. Et donc du coup, voilà, peut-être qu'il y a eu un deal qui a été passé, Kuma qui va chercher Guinée, il tombe sur Saturne. Saturne est là en mode je libère Guinée si tu deviens Shichibukai et que tu acceptes de suivre des expériences sur ton corps pour te transformer en cyborg. Donc voilà, donc à voir ce qui va se passer. Et donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Voilà, donc je vais tout de suite attaquer la lecture du chapitre 1098. Ce que je me dis, c'est qu'il faut vraiment que je rattrape vite les chapitres. Et je manque un peu des détails, je suis pas trop dans les détails. Avant, j'ai été beaucoup comme ça quand je faisais des reviews sur One Piece. J'allais dans une limite, j'analysais chaque case, mais j'ai plus ça qui est en moi, j'ai plus ça qui est éveillé en moi. Mais c'est pas grave, j'apprécie ma lecture, c'est ce que je voulais vous dire. Là, je suis en train d'apprécier ma session de lecture. Donc, du coup, il me reste 3 chapitres avant de finir le tome 108, si j'ai bien compté. Et on va tout de suite lire le chapitre 1098. A tout de suite.
Ok, chapitre 1098 lu. Donc du coup, Guinée a bien été capturée par un dragon céleste à qui elle a tapé dans l'œil. Donc le dragon céleste l'a kidnappé pour l'épouser. Des années se sont écoulées et Guinée est tombée enceinte de Bonnie. Donc Bonnie n'est pas l'enfant de Kuma, enfin elle est l'enfant de Kuma parce que c'est Kuma qui l'a élevée, mais elle n'a pas le sang de Kuma. Et donc du coup, Bonnie est l'enfant d'un dragon céleste et de Guinée, sa mère, qui était membre de l'armée révolutionnaire et une ancienne esclave qui s'était échappée. Donc du coup, ce chapitre se concentre un peu sur l'enfance de Bonnie. On découvre que Bonnie a aussi la maladie dont est morte Guinée, parce que Guinée est morte d'une maladie. Elle a traversé la mer pour se retourner à Sorbet pour accoucher là-bas et mourir là-bas, là où elle a toujours été heureuse. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Et du coup, cette maladie a fait succomber Guinée, qui a quand même réussi à accoucher. Malheureusement, Bonnie, elle est née avec la même maladie que sa mère. Donc la maladie du saphir ou je sais pas trop quoi, qui a la moindre contact des rayons de la lumière naturelle, c'est-à-dire celle du soleil ou celle de la lune, ça transforme la peau en une pierre bleue. Et donc du coup, Bonnie, je sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir. C'est peut-être là justement où on va avoir le deal que Kuma va passer avec la marine, parce que il a quitté l'armée révolutionnaire entre-temps pour élever Bonnie, vu qu'elle est malade et qu'elle a la même maladie que sa mère et qu'il doit tout le temps rester avec elle et surveiller qu'elle n'aille pas la lumière naturelle du soleil. Kuma, il apprend de la part des médecins aussi que la maladie est incurable, qu'il n'y a pas de remède connu. Donc du coup, il est un peu dépité. Il reste que 10 ans à vivre à Bonnie. Bon, nous, on sait qu'elle va survivre. Et donc du coup, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'elle va survivre. Et du coup, j'avoue que voilà, encore une fois, c'est une lecture que j'ai bien appréciée. Un chapitre assez sympathique en réalité. Je veux dire, c'est assez touchant l'histoire de Kuma en fait jusqu'ici. On voit beaucoup que ça tourne autour de l'amour en réalité. J'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas lu une œuvre qui me touchait à ce point en termes de relations de famille. Je veux dire, je trouve l'histoire avec Guinée triste. En fait, en gros, comment il a rencontré son âme sœur, mais qu'on ait kidnappé son âme sœur, qu'on lui ait fait un enfant et qu'elle soit morte suite à une maladie. En plus de ça, dès qu'elle est tombée malade, les dragons célestes, ils l'ont abandonnée parce que, oh, une maladie incurable, de toute façon, je peux changer de femme quand je veux, je suis un dragon céleste. Et donc, du coup, voilà, donc ça voit vraiment. On voit vraiment que les dragons célestes, ils voient vraiment les humains comme des jouets, comme des pantins. Et je trouve ça assez intéressant. Donc il y a les saints, l'armée l'armée des saints, les chevaliers, les saints chevaliers à développer. Il y a encore une fois Kuma, on ne sait pas encore comment est-ce qu'il est devenu Shishibukai, mais il y a des chances pour qu'il soit parti à la rencontre de Vegapunk et qu'il ait fait un deal avec Saturne et Vegapunk pour justement soigner sa fille Bonnie. Et donc du coup Bonnie aurait une place particulière auprès de la marine. Je veux dire, ça expliquerait pourquoi est-ce que avant l'ellipse, quand Teach il l'avait capturé, on a envoyé le vaisseau de Sakazuki à Kainu la récupérer. Et donc voilà, donc j'avoue que je suis assez content de m'être chauffé pour lire ces chapitres. Je trouve que ce côté maladie incurable, c'est stylé. Alors, mais ça me rappelle un peu le passé de l'eau. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le passé de l'eau non plus. Maintenant que j'en pense, celui avant Corazon, où justement sa sœur, je crois, était atteinte d'une maladie et qui voulait devenir docteur pour la guérir. Enfin bref, donc du coup, je trouve ça touchant, je trouve ça intéressant. Donc là, j'aime bien hein, que l'histoire se concentre sur un seul personnage. Je veux dire, pour moi, c'est plus fluide et compréhensible que lorsqu'il y a 40 000 personnages et que ça part dans tous les sens, même si j'aime aussi ça. Mais j'aime surtout ça pour les pouvoirs en fait, pour les combats, pour les team-up, pour enfin les collaborations entre membres d'équipage. Et donc du coup, voilà, donc let's go. Je vais faire une petite pause quand même, juste au cas où, parce que là ça fait 1h25 que je suis en mode lecture review. Je fais une petite pause et je lis le chapitre 1099 et on se retrouve tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite. Ok, chapitre 1099 lu. Alors franchement, j'avoue que j'aime beaucoup cette histoire de Kuma. Alors excusez-moi, dans la review, dans la session de review précédente, j'ai oublié de préciser que le roi Courbet avait de nouveau attaqué le sud du pays en l'incendiant et en essayant de tuer les gens. Du coup, Kuma il s'est rebellé contre lui. Il est parti affronter l'armée royale et du coup, Kuma a fini par devenir le roi de Sorbet. Donc en gros, le roi Courbet avait entendu dire que dans un pays à l'est de Sorbet, il y avait eu cette réforme qui était passée, comme quoi on exterminait la moitié de la population. Donc le délire, c'est pour donner moins de tribut au dragon céleste, parce que le tribut, il est calculé en fonction du nombre d'habitants. Donc Kuma, il s'oppose à ça, il va affronter l'armée royale de Courbet, et il sort vainqueur. J'avoue qu'à cet instant-là, je me suis dit que c'était dommage
que ça nous ait pas été montré la scène d'action, parce que là, on nous raconte beaucoup d'histoires depuis ce début du flashback sur Kuma, mais des fois, ça fait du bien de juste avoir des doses d'action, des moments stylés, des moments où on voit Kuma utiliser ses pouvoirs, affronter des soldats, qu'il y en a trop, il utilise ses capacités, donc là, il faut miser sur les hors-séries, qu'ils aient ce flow, cette inspiration de se dire on va étoffer, on va rajouter des scènes de combat dans cette histoire, parce que du coup, ça manque un peu de scènes d'action à mon goût. Mais du coup, c'est assez intéressant. Donc, du coup, Kuma devient le roi de Sorbet. Ensuite, en fait, il est juste en tapisserie, comme il explique, hein. En fait, c'est le peuple qui a demandé à Kuma de devenir roi. Il a accepté. Ensuite, le roi Courbet est revenu avec des navires du gouvernement mondial pour récupérer son trône. Mais Kuma est parti leur faire face. Il les a battus. Mais comme il était devenu l'ennemi du gouvernement mondial, il pouvait que fuir. Et donc, du coup, il a fini par devenir pirate. Il a vu sa prime apparaître. Il a commencé à avoir de la renommée à chaque fois qu'il faisait des faits de guerre. Et il est devenu Kuma le tyran. Ensuite, pendant le passage où Kuma est le roi de Sorbet, il a décidé de rester vivre dans l'église. Donc, on voit bien qu'il tient beaucoup à cette église. Et surtout, je trouve que c'est un personnage touchant, Kuma, en réalité. Je veux dire, dans ce passé, c'est dommage que ce soit pas un peu plus étoffé, un peu plus rallongé. Parce que Kuma est un personnage vraiment attachant, il respire la bonté, il émet la bonté, il émane de la bonté depuis le début de cette histoire, de ce flashback. Et on voit bien qu'il suit son cœur et que du coup, c'est vraiment triste que lui et Guinée, ils n'aient pas pu vivre leur vie en tant que mari et femme et rester à l'abri des problèmes de ce monde, même si l'arc où ils étaient révolutionnaires était assez stylé aussi. Je suis un peu dubitatif. Alors, Bonnie, c'est la fille d'un dragon céleste, mais on ne sait pas si c'est connu. Et du coup, au cours du fait qu'elle soit mise à l'écart, parce que du coup, elle reste dans l'église, à l'abri de la lumière du soleil et de la lune, entre-temps, elle mange le fruit de l'âge. Et donc, du coup, on ne sait pas trop comment est-ce qu'elle a mangé ce fruit du démon, comment est-ce que ce fruit du démon est arrivé à lui. Mais du coup, elle a mangé le fruit de l'âge. Du coup, dans son périple, Kuma voyage, il discute avec des gens, il demande s'ils connaissent pas, ouais, vous avez déjà entendu parler de cette maladie, vous savez la guérir. Et en route, il recroise Dragon, et il apprend que Ivankov et Inazuma, donc Inazuma, c'est celui qui a mangé le fruit du ciseau, qui lui permet de manipuler ce qu'il découpe, et qui était dans la tête d'Ivankov pendant la bataille de Marineford, hein, qui était dans ses cheveux. Et donc du coup, Dragon explique que le scientifique Vegapunk existe, Akuma, et que lui, peut-être qu'il a la solution pour soigner Bonnie. Donc du coup, Kuma, il retourne à Sorbet, il prend Bonnie avec lui, il va voir Vegapunk, et il discute avec Vegapunk, et donc Vegapunk, il lui explique que oui, il peut guérir la maladie de la peau saphir de Bonnie en lui insufflant des cellules souches. Donc Kuma qui était resté dans son mytho, hein, parce qu'en gros il avait mitonné à Bonnie quand il avait appris qu'il lui restait plus que 10 ans à vivre, qu'elle dépassera pas les 10 ans, il lui avait dit qu'elle serait guérie à ses 10 ans. Donc ça tombe bien. Kuma lui dit ouais, un dernier médecin veut te sculpter avant que tu sois guéri. Donc du coup, il fait Vegapunk et Kuma discutent. Alors Vegapunk, il avait ses rêves de cyborg déjà à l'époque. Il était là en mode ouais, te soigner Bonnie, ça va coûter aussi cher que de créer un cyborg. Donc du coup, Vegapunk, il discute avec Kuma, il apprend qu'il est de la tribu des Boucaniers. Donc son sang, il est intéressant, on sait pas trop pourquoi, mais il est intéressant, donc ça nous est pas expliqué pourquoi. Mais du coup, Vegapunk, il est chaud, il est là en mode ouais, laisse-moi faire des expériences sur toi, te transformer en cyborg, et si je te transforme en cyborg, je soigne Bonnie gratuitement. Et donc du coup, Kuma accepte le deal, mais ce deal va dans les oreilles de Saturne, le saint qui a attaqué Egghead aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, donc on va s'en approcher de cet instant où Kuma va devenir Shishibukai. On va savoir pourquoi, mais il y a de fortes chances pour que ce soit tout simplement parce que le gouvernement mondial a appris l'existence de Bonnie et que du coup ils vont lui faire du chantage en mode tu deviens notre esclave, ou alors Bonnie, on lui goume, c'est mort. Voilà, donc le chapitre 1099 est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Donc là je pense qu'on est à la fin du flashback, hein, pour être honnête, hein, il doit rester peut-être 2 chapitres de flashback avant que ça s'arrête. Donc Bonnie qui a déjà voyagé dans le Nouveau Monde à son jeune âge, donc ça rend le Nouveau Monde un peu moins inaccessible, en fait, je trouve, toutes ces histoires de un coup on y va, un coup on n'y va pas, un coup on y va, un coup on est dans le Nouveau Monde, un coup on est sur Grand Line, un coup on est à East Blue, un coup on est à South Blue, un coup on est à North Blue. Bon, c'est pas arrivé, on n'a pas visité toutes les mers, mais l'histoire elle se passe à South Blue, à God Valley, donc à Red Line. Je crois que God Valley, c'est à Marie-Joie, je crois.
Et du coup, voilà, le Nouveau Monde, il n'est pas aussi époustouflant que ce que nous avait promis Oda. Ils sont même faciles d'y accéder pour certains personnages, voilà, j'avoue que je suis un peu déçu à ce niveau-là. Mais par contre, l'histoire de Kuma, voilà, je l'ai trouvée super touchante, super intéressante. J'ai beaucoup aimé la lire. Et du coup, voilà, la conclusion approche. On va tout de suite lire le chapitre 1100. La plupart du temps, les centaines de chapitres, il se passe toujours un truc important. Enfin, c'est la légende urbaine, hein. J'ai pas de, j'avais des souvenirs que le chapitre 800, il s'était passé des trucs pertinents. Je crois même que je l'avais traité en review. Mais bref, donc du coup, let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre 1100 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite. Ok, chapitre 1100 lu. Je pense que c'est la conclusion du passé de Kuma. Donc, c'est un passé très intéressant à suivre. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée touchante. Elle m'a pas non plus donné la larme à l'œil ou vraiment refait remonter des émotions j'ai pas eu de projection. Je me suis pas spécialement reconnu dans un personnage en particulier. Mais je trouve, en fait, c'est ce que je me disais au bout d'un moment entre les pauses et les lectures. Je me disais que j'avais critiqué l'imagination de Oda en disant qu'il était un peu arrivé à la fin de son imagination. Mais là, avec l'histoire qu'il a racontée sur Kuma, on voit que vraiment que Oda, il maîtrise sa narration, il maîtrise l'aspect histoire de son œuvre. Du coup, j'avoue que là, c'était une histoire assez stylée. On est passé par beaucoup de périodes temporelles, ce qui à la fin m'a fait me remettre en question, en me disant, mais est-ce que Bonnie, c'est pas vraiment juste une enfant qui a mangé le fruit de l'âge et qui se rend plus vieille? J'avoue que ce serait super stylé qu'on apprenne que Bonnie, en fait, c'est une enfant depuis le début. Du coup, voilà. Dans ce chapitre-là, Kizaru vient à la rencontre de Vegapunk. Il explique que voilà, t'as passé un deal avec un pirate, c'est pas une bonne chose. Le gouvernement mondial, là je suis là pour le travail, le gouvernement mondial veut te parler, ils mettent un escargophone. À travers l'escargophone, c'est Saturne qui s'exprime, et en fait c'est Saturne qui est à l'origine du deal qu'a passé Kuma pour que Kuma puisse soigner Bonnie, qu'il puisse soigner sa fille, qui l'élève depuis la mort de Guinée. Son amour de jeunesse et la femme qu'il aurait dû épouser mais qu'il n'a pas pu épouser parce que drame qui est arrivé. Saturne, il explique que, premièrement, j'ai oublié j'ai oublié les 3 points, mais en gros, c'est Saturne qui est à l'origine, donc il explique que, premièrement, ils devront garder un œil sur Bonnie. Deuxièmement, il pourra plus revoir Bonnie. Et troisièmement, il devra abandonner toute conscience et devenir un simple robot, ce qui offusque Vegapunk, qui est là en mode ah, vous me demandez de commettre un meurtre. Ah les gars, c'est pas cool, vous êtes vraiment méchants. À se demander pourquoi est-ce que je travaille pour vous si j'aime pas votre politique et pourquoi j'ai pas plutôt rejoint les révolutionnaires plus tôt. Bref de chez bref, le deal est passé. Kuma demande juste à ce que Bonnie puisse grandir à l'église où elle a grandi. Il y a d'ailleurs un agent du Superpole 8 qui se présente, Alpha, qui a été missionné par le gouvernement mondial pour surveiller Bonnie. Voilà. C'était l'histoire de Kuma, l'histoire de Bonnie aussi au passage. Donc j'avoue que c'était des personnages que je pensais pas liés. Ensuite, un peu plus tôt dans la review, je m'étais posé la question comment ça se fait que Bonnie n'a pas les mêmes caractéristiques physiques que son père Kuma. Bah c'est simple parce que c'est pas la fille comment on appelle ça? C'est pas la fille génétique. C'est pas l'enfant génétique de Kuma, c'est l'enfant émotionnel de Kuma. C'est l'enfant d'un dragon céleste et d'une révolutionnaire. Déjà rien que ça, c'est assez particulier. Ensuite, ça nous explique un peu mieux le deal qui avait été passé entre Kuma. Voilà, il fallait bien arriver au bout d'un moment, se demander pourquoi est-ce que ce personnage, Kuma, qui est un révolutionnaire, il avait accepté de travailler pour le gouvernement mondial. Donc c'est une histoire très, très touchante. Pour être honnête, moi j'ai beaucoup aimé la lire. Voilà, j'ai pas noté plus de points. Je vous avoue, là, il est 16h08. J'hésite à commencer la lecture du chapitre 109, du tome 109. J'avoue que je suis un peu en train de me critiquer un peu parce que j'ai beaucoup lu, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai pas abordé beaucoup de sujets.
Mais du coup, voilà, donc on apprend un peu plus l'origine des pacifistas aussi. J'ai pas noté, mais voilà, hein, dans le chapitre précédent, le titre était pacifiste. Hein, Kuma qui disait non, je suis juste un pacifiste. Parce que Vegapunk disait qu'il était un héros libérateur. Et c'est d'où l'origine des noms des pacifistas. Donc dans cet échange. Kizaru qui a passé du temps, parce qu'on voit un peu des petites images aussi de petites scénettes du séjour qu'ils ont passé pendant 6 mois à Egghead, au laboratoire numéro 8. On voit que Kizaru, il faisait partie de la bande, et donc je trouve, c'est en fait, voilà, ça soulève des questions. Maintenant, en fait, c'est surtout ça que ça va soulever comme question. Alors déjà, maintenant, on sait que Dragon, c'était un membre de la marine, et qu'il n'a pas retrouvé la justice dans le travail qu'il effectuait, et donc du coup, il est devenu révolutionnaire. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Garp est resté soldat de la marine? Voilà, donc du coup, j'ai rien de plus à dire sur ce tome 108. Voilà, donc histoire un peu de récapituler. Donc il y a eu des échanges de coups. Donc le pouvoir de Kizaru est un pouvoir stylé, mais le combat s'est vite terminé. En tout cas, voilà, la dernière scène qu'on a vue, c'était Kizaru qui était au sol, Luffy qui était au sol, et Saturne qui était sous sa forme éveillée, on va dire, hein, de fruit du démon. Donc maintenant, j'espère qu'on va retourner dans le présent dans les prochains chapitres et qu'on va se concentrer sur la conclusion de cet arc, qui, je pense, a fait son temps, pour être honnête. Je pense que là, l'arc Egghead, il a fait son temps. Je veux dire, il y avait des possibilités. En fait, c'est ça le problème, c'est de voir en fait ce potentiel qui n'est pas spécialement optimisé. C'est-à-dire le combat contre les Séraphins nous est pas montré. L'histoire de Kuma elle nous est racontée, mais un peu rapide. Bon, après, ça aurait été bien peut-être 10 chapitres bien consistants sur Kuma. Donc là, on en a eu 6 ou 5. Ça aurait pu être intéressant de voir des scènes d'action, de voir d'autres personnages, de plus développer l'affectif, les liens entre les autres personnages, entre les personnages, tout ça. Mais voilà, donc j'avoue que le tome 108, je l'ai bien aimé, en réalité, voilà, donc c'est un peu ma conclusion de ça, c'est voilà, donc Oda n'a pas plus d'imagination, il a encore des résidus d'imagination, reste à voir comment est-ce qu'il va s'en servir, et juste pour revenir sur ce que je disais sur Sanji, parce que je repense à Sanji, faut vraiment que Oda il sublime Sanji, c'est important je pense pour la suite du manga, pour moi qui suis fan du personnage de Sanji, j'avoue je suis dégoûté de ne pas le voir tenir tête à Saturne, et du coup en plus de ça, il y a tout le monde qui est à peu près KO, Luffy est KO, Zoro il est occupé avec Lucci, il reste que Sanji, Franky, Bonnie et des deux Vegapunk. Voilà, donc ensuite dans ce chapitre, on voit que Vegapunk a aussi l'idée de. Il aimerait bien avoir plusieurs Vegapunk pour l'épauler dans ses recherches, donc du coup, on voit bien l'origine de son idée. Et encore une fois, il y a aussi toujours ce mystère autour de Vegapunk qu'on a pu voir dans la mini-aventure concernant le German 66. Il y a un Vegapunk qui a toujours le fruit du ciboulé sur sa tête, donc reste à voir quelle est la véritable essence du personnage de Vegapunk, qui il est vraiment. Voilà, donc sur ce, moi je vais potentiellement faire une petite pause de 10-15 minutes. En tout cas, voilà, je pense que je vais lire le chapitre 100, 1101. Mais oui, oui, vous savez quoi, je vais lire le chapitre 1101 et on se retrouve tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 1101 lu. Alors, bon, le passé de Coma n'est pas fini. En fait, là on fait un transfert. Et je trouve que c'est assez stylé en termes d'écriture. On passe de l'origine story de Kuma, qui a impliqué aussi l'origine story de Bonnie. Et là, il y a un transfert qui est fait sur le protagoniste du flashback. On se concentre maintenant sur Bonnie. Donc, dans ce chapitre, on apprend deux choses intéressantes. Donc, déjà, Kuma, il avait observé Luffy quand Luffy avait que 16 ans. Il était parti sur l'île pour regarder, il avait conscience du coup, il avait connaissance que Dragon avait un enfant et que c'était Luffy. Il précise aussi que le point faible des gens, la plupart du temps, bah, c'est la famille, c'est la famille, c'est les enfants. Et du coup, juste il l'observe, puis il se casse en scred et Luffy il continue son entraînement dans la jungle pour se préparer à devenir pirate avant de prendre la mer. Un autre personnage qui prend la mer dans cet épisode, c'est Bonnie. Donc il faut noter que Alpha, elle a vraiment fait la connasse dans ce chapitre. En fait, toutes les lettres que Kuma envoyait, Kuma il écrivait des lettres à Bonnie quasiment tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. Dès qu'il en avait l'occasion, il les envoyait par les mouettes qui livrent le journal. Et en fait, l'agent du CP8, donc Alpha, qui était en charge de la surveillance de Bonnie, a déchiré toutes les lettres et les a mis dans une sorte de conteneur, de tonneau, pour les brûler. Et donc, du coup, Bonnie, elle n'a jamais eu de nouvelles de son père. De là, il y a la reine Connie, la mère du roi qui remplace Kuma, qui explique
à Bonnie que voilà, elle est guérie, elle peut partir à l'aventure et que son père l'attend sur les mers. Et donc du coup, elle l'aide à s'évader en la mettant dans son sac et en l'emmenant aux pêcheurs qui sont en réalité des sortes de voyous des mers, un peu respectés par les pirates et par certaines et par les gens qui naviguent. Et donc du coup, Bonnie monte pour la première fois de sa vie sur un navire. Donc je trouve ça un peu beau quand même dans un sens l'histoire de Bonnie. Donc oui, donc il y a de fortes chances pour que ce soit qu'une enfant, elle doit avoir 14 ans à tout casser, je pense, de son vrai âge. Et donc, du coup, j'ai trouvé juste cette conclusion dramatique. En réalité, j'étais là en mode putain, trop cool. Bonnie, elle a eu les lettres de son père, c'est pour ça qu'elle est autant attachée, patati patata. Mais en fait, elle a jamais, depuis qu'elle a quitté Punk Egghead, depuis qu'elle a quitté le laboratoire de Vegapunk, elle a jamais revu son père. Elle a jamais eu de nouvelles de son père. Et le CP8, le CP8, c'est pas cool de sa part. Et le mot est léger. Et donc du coup, Bonnie, elle se remémore un peu les souvenirs des histoires que lui racontait son père. Elle lui parlait du guerrier Nika, qui se battait, qui était le dieu du soleil, qui se battait comme son imagination le guidait, et qui pouvait élargir ses bras. Et donc du coup, Bonnie, qui s'était entraînée au combat à sa manière, même si ça n'a pas été beaucoup montré, il y avait une scène où elle s'était battue contre quelqu'un et qu'elle l'avait battu et qu'elle s'était retenue. Enfin bref, j'en ai pas parlé, mais il y avait une scène comme ça. Et du coup, elle distord son. Je sais pas trop comment ça fonctionne, son pouvoir. Peut-être qu'elle se vieillit ou qu'elle peut booster un peu son corps. Je sais pas, un peu encore les possibilités de ce fruit du démon. Déjà, elle peut varier son âge, elle peut faire varier l'âge des autres, et apparemment, elle peut distordre son corps. Et du coup, elle rend son bras géant et Alpha qui la poursuit et qu'elle est en mode ouais, si le tâche s'échappe, on a le droit de lui faire souffrir, on a le droit de le torturer tant qu'on ne le tue pas, ça nous arrange, on peut éliminer les autres, patati patata, et elle se prend une grosse patate dans la figure. Donc bien fait pour elle. Et du coup, Bonnie la met KO et Bonnie prend la mer et devient un pirate de la pire génération. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, dans ce chapitre-là, je pense que ça confirme du coup que Bonnie, elle a pris la mer à 9 ans. Donc 3 ans avant 3 ans, je crois que c'est 3 ans avant que Luffy prenne la mer. Donc du coup, 3 ans plus tard, quand Luffy part à l'aventure, elle a 11 ans. Et l'ellipse des 2 ans, elle a 13 ans. Voilà, elle doit avoir 13-14 ans, je pense. Et donc du coup, voilà, c'est un peu la révélation dans ce chapitre. En fait, Bonnie, oui, n'est vraiment qu'une enfant. Et c'est pour ça que Vegapunk est aussi protecteur envers elle. Je ne vous cache pas que je m'attendais à ce que le flashback soit terminé, mais j'avais oublié qu'il y avait ce petit détail de comment Bonnie a pris la mer. Et donc du coup, let's go, je sais pas à quoi m'attendre pour le chapitre 1102, mais je vais le dire et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, lecture du chapitre 102 terminée. Et j'avoue que là, ici, il y a une petite larme qui a commencé à monter. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti des émotions comme ça en lisant un chapitre. Donc je me souviens plus trop dans le détail du chapitre, j'ai pas beaucoup noté, mais en gros c'est les derniers instants de Kuma. Ce qui m'a marqué c'est à la fin du chapitre, il y a des souvenirs. Alors en gros, Bonnie elle a pris la mer, elle cherche à rencontrer son père. Son père à chaque fois qu'il croise la route de Bonnie, il disparaît en étant désolé Bonnie, je peux pas te voir, essaie de comprendre. Ensuite en parallèle, Luffy fait parler de lui. Donc on revoit des scènes, alors on revoit la nouvelle que Luffy a battu Arlong, on voit la réaction de Ace qui dit à Jinbei, regarde, Luffy a battu Arlong, et c'est le frère de qui est lui? C'est mon frère. Et Jinbei il est choqué quoi, il a battu Arlong. Ensuite on revoit la scène de Thriller Bark où Kuma avait été envoyé pour éradiquer l'équipage de Chapeau de Paille, mais qu'il a décidé de les épargner avant de perdre toute sa conscience. On revoit le souvenir, j'avais oublié ce détail, mais Kuma a protégé le navire de Luffy pendant tout le temps de l'ellipse. Lorsqu'il en a parlé, ça m'est revenu en flash. J'ai fait, ah oui, c'est vrai, Kuma il est resté au navire pour protéger le navire et tout. Donc un peu de la nostalgie en lisant ce chapitre, en revoyant les moments clés auxquels a participé Kuma. Notamment le fait que ce Dragon décide d'aller voir, d'aller à Lockdown pour aider Luffy. Donc c'est le prochain personnage qu'il faudra développer, je pense. Pour être honnête, dans le présent de One Piece, je pense que c'est Dragon. Je pense qu'il est temps que le personnage soit développé et mis sur le devant de la scène. Et du coup, Kuma tire sa référence. C'est triste, c'est touchant. Tous ses souvenirs remontent. Il est là en disant que vivre ça fait de la peine et que sa mort fera de la peine à tous ceux qui l'avaient aimé. C'est Vegapunk qui dit ça.
Et du coup, voilà, la conscience de Kuma disparaît. Et du coup, Bonnie n'a pas pu revoir son père, mais le chapitre reprend. On voit Bonnie en pleurs en lisant les souvenirs de son père. Et franchement, je comprends pourquoi. Et j'avoue, il y avait un peu ce côté de raconter à une époque, on me demandait c'était quoi le passé du monde de l'équipage qui m'avait rendu plus triste. Pour moi, c'était celui de Brooke. Parce que Brooke, il a vu tous ses collègues mourir. Et ensuite, il est revenu et il a été hanté il est resté à l'endroit où tous ses collègues étaient morts. Et il a erré seul, enfin bref, il y avait Robin aussi que c'était assez hardcore. Mais là, Kuma, j'avoue que c'est du lourd aussi. C'est du lourd aussi, le passé de Kuma. Beaucoup de personnages, beaucoup d'intervenants, beaucoup de discussions. Ensuite, on voit que Kuma, il avait misé sur Luffy, dans le sens où il reconnaissait en Luffy déjà le héros Nika. Et donc du coup, voilà, donc ce chapitre 1102 m'a touché. Revoyager dans les souvenirs de Kuma, revoyager dans le passé de Kuma, apprendre tout ce qui lui est arrivé, le deal qu'il avait dû passer, le fait qu'il pourrait jamais revoir sa fille, alors qu'il a tout fait pour l'élever, pour la soigner, pour lui donner une belle vie, malgré le fait que ce soit pas son enfant légitime, que ce soit pas son enfant génétique, mais que ce soit l'enfant de son amour d'enfance. Et donc du coup, voilà, c'était assez dur. C'était assez dur. Et donc du coup, voilà, chapitre 1102 lu. J'ai pas beaucoup noté de choses, parce que je pense que c'est le genre de chapitre qu'on peut que lire. Je vais le refeuilleter juste histoire de voir si je peux pas dire deux, trois trucs en plus. Non, j'ai fait le tour du chapitre. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors là, comme je disais, pour être honnête, je pense que j'ai vraiment fait le tour. C'était un peu plus concis que mes reviews précédentes où j'étais un peu plus sur la longueur à rallonger. Mais là, franchement, j'avoue que c'était du lourd le passé de Kuma. J'aurais aimé que ce soit plus développé. Mais pas plus raconté. Je veux dire, en fait, tous les points importants nous ont été racontés, mais c'est justement entre ces points importants que j'aurais aimé avoir un peu plus de matière à travailler, d'histoire. Je veux dire, la relation avec Guinée, euh, l'entraînement de Bonnie, comment est-ce qu'elle a développé ses pouvoirs, enfin bref. Voilà, c'était du lourd. Non, c'était du lourd, pour être honnête. Là, Oda, il m'a redonné un peu confiance en lui, dans le sens où maintenant je me dis, ok, donc Oda est toujours capable de raconter des histoires qui me touchent. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé en lisant One Piece. Je veux dire, Wano, c'était pas arrivé. Depuis Dressrosa, en fait, j'avais eu du mal à me sentir concerné par les histoires des personnages. Mais là, du coup, je suis complètement du côté de Bonnie. Dans le sens que je comprends sa peine, je comprends sa rage, mais en même temps, je me dis que c'est que mon ressenti. Il n'y a pas vraiment de coupable dans cette histoire, à part bien sûr Saturne qui nous est montré du doigt, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui le méchant. Mais en réalité, comment il était dans une position compliquée, je veux dire, il y a eu des mensonges qui ont été racontés sur lui, comme quoi il avait brûlé le pays et qu'il avait pris le pouvoir par la force. Donc du coup, c'est les informations que le gouvernement mondial. De plus, qu'il y a le tribut au dragon céleste qui doit être payé, tout ça. En fait, c'est plutôt le système de One Piece en fait, qui est à remettre en question. Et je comprends pas. Et voilà, en fait, c'est surtout ça que je retiens de tous ces chapitres. C'est je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'un personnage comme Garp est resté du côté de la marine. Il a dû faire des missions où ça a été un peu comme O'Hara, où ça a été un peu comme Egghead. Il a dû avoir son lot de missions. Après, peut-être que Garp, il a eu ce côté où il était complètement détaché. Quand il veut pas suivre les autres, il les suit pas. Mais en même temps, s'il a toujours fonctionné comme ça, je pense pas que la marine l'aurait gardé. Donc il a dû, pour gravir les échelons, suivre les ordres et faire des choses atroces. Et donc du coup, voilà, donc il y a peut-être cette confrontation qui devrait avoir lieu entre Garp et Dragon pour que le soldat de la marine et le révolutionnaire expliquent leur divergence de point de vue et débattent de pourquoi est-ce qu'il faut suivre la marine et pourquoi est-ce qu'il faut affronter le gouvernement mondial. Voilà, donc Kuma tire sa référence. Reste à savoir où est-ce qu'il est en ce moment, parce que là, du coup, je me souviens, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais peut-être que Vega. Mais après, ça, j'ai pas l'impression, mais Vegapunk, il a parlé d'un programme de sous-conscience. Il a expliqué à Saturne que voilà, laissez Kuma avoir un minimum de conscience. J'ai pensé à un nouveau paramétrage de sous-conscience, de matrixage opérationnel qui permet de passer un stade de conscience d'un certain stade de conscience à un autre stade de conscience. Il précise pas plus, donc c'est un peu flou ce que je vous explique. Il en précise pas plus,
Mais voilà, il le laisse pas faire. Après, Saturne, il avait été clair. En fait, le problème, c'est que du coup, en fait, Saturne, il représente le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial a des lois. En fait, le vrai méchant, c'est plutôt les lois du gouvernement mondial. Donc, qu'est-ce qui va arriver à Bonnie, en réalité? Qu'est-ce que Bonnie va faire? Je veux dire, son histoire, elle est un peu complétée, en fait, maintenant que j'y pense. On connaît son passé, on sait pourquoi est-ce qu'elle a pris la mer, elle connaît l'origine story de son père. Qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir faire? Peut-être aider Vegapunk, peut-être aider Luffy. Est-ce que Jewelry Bonnie va pas finir par rejoindre l'équipage de Luffy? Parce que du coup, maintenant, c'est son futur qui pose question. C'est qu'une enfant, au milieu de batailles d'adultes. Est-ce qu'elle va pas retourner sur Sorbet, tout simplement? Est-ce qu'elle peut retourner sur Sorbet? Est-ce qu'elle peut, ou est-ce qu'elle va rester pirate et voguer sur les mers pour explorer le monde et voir ce monde que son père a vu? Parce que voilà, ça fait beaucoup d'un coup quand même. C'est assez dur pour une enfant d'avoir grandi isolée, avec un père qui a eu pour musique, qui était roi d'un pays. Même si c'était que sur la tapisserie, il avait des responsabilités, beaucoup d'attentes. Puis ensuite, il y a eu ce deal avec le gouvernement mondial, donc il s'est éloigné de sa fille. Voilà, j'avoue que là, Bonnie est un personnage auquel je m'attache, du coup, dans le sens où je compatis avec sa souffrance et je comprends pourquoi est-ce qu'elle a versé autant de larmes. Je veux dire, c'est hardcore. Du point de vue de Bonnie, ce qui s'est passé, c'est hardcore. Je veux dire, sa mère, elle a épousé un dragon céleste. Quand elle est tombée malade, on l'a abandonnée, donc elle est retournée là où elle avait grandi avec Kuma et elle est morte. Kuma l'a élevée. Kuma a tout fait pour essayer de soigner sa maladie. Il a dû abandonner son rôle de révolutionnaire pour pouvoir s'occuper d'elle. Ensuite, il est devenu pirate parce qu'il n'a pas eu le choix. Courbet, le mauvais roi de Sorbet, voulait revenir au pouvoir. Donc il a détruit les navires de la marine. Il s'est fait une réputation. Bonnie est parti à sa recherche. Il s'est passé beaucoup de trucs. Du coup, voilà, j'avoue que ça faisait longtemps que One Piece ne m'avait pas pris au trip comme ça. Et ça, j'avoue que ça fait du bien, pour être honnête, d'avoir lu ces 8 chapitres, je crois. Ensuite, voilà, donc on a commencé le tome 109. Je ne l'ai pas montré, hein, d'habitude je les montre. Donc on a commencé le tome 109, voilà, donc on a lu les deux premiers chapitres du tome. Et voilà, mais le truc qu'il y a, c'est que au bout d'un moment, je me dis aussi il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires à raconter, il y a beaucoup de personnages qui interagissent. Et moi, ça me perd un peu, pour être honnête. Là, ça m'a fait du bien qu'on se concentre exclusivement sur Kuma, même s'il y a eu des moments où Oda, il était là en mode, regardez, j'ai eu des idées de personnages. Lui, c'est un pirate, lui, c'est un Silverpaw, lui, c'est un saint, Garling, qui nous est teasé. Garling qui a l'air d'être un épéiste. Est-ce que c'est Zoro qui va l'affronter? Ou est-ce que c'est Luffy? Reste à voir ce que les doyens ont aussi comme rôle, parce que du coup, Saturne rappelle à Vegapunk qu'il est aussi un scientifique. Et donc du coup, de quoi sont capables les 5 doyens? Que veulent les 5 doyens? Et qu'est-ce qui attend la suite de l'équipage de Luffy? Voilà des questions qui sont en suspens. Et moi qui suis un peu de nouveau un peu dans le flow de One Piece, pour être honnête, j'avoue que je suis assez content d'avoir regardé ces chapitres et de vous en avoir fait la review. En commentaire, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review, de tous les points que j'aborde. S'il y a des points que j'ai pas abordés, que vous pensez que j'aurais dû m'attarder dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Mais on commence à rattraper One Piece. Là, c'est le dernier tome qui est sorti, le tome 109. C'est le dernier tome qui est sorti. Et du coup, quand j'aurai rattrapé le tome 109, et ben, je serai plus proche d'être à jour qu'à l'époque. Et ça fait du bien. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!